nous allons pouvoir parler du Paris GT, car un article y est complètement dédié sur Gunhammer. Je tiens d'abord à m'excuser un peu pour la voix qui déraille un peu. Je sors tout juste d'un Covid depuis que je suis revenu justement du Paris GT, donc j'espère que ma nouvelle voix ne vous embêtera pas. Vous en faites pas, elle va revenir au fur et à mesure des épisodes, donc ne soyez pas étonnés. Allez, partons donc sur le Competitive Innovation bonus du Paris GT. Qu'est-ce que l'on nous raconte ? Il n'y a pas de meilleur sommet de 40K Eurovibe que d'organiser le plus grand événement de la semaine et que le reste du monde ne l'apprenne que parce que vous l'avez mentionné en passant sur un groupe Facebook le mardi suivant. En plus de tous les événements passionnants que nous avons examinés mercredi, le Paris GT a eu lieu le week-end dernier, rassemblant plus de 150 joueurs pour s'attaquer au nouveau pack de missions. C'est à peu près tout ce dont nous avons besoin. Alors plongeons dans l'épreuve du haut du tableau et dans les 4 premières listes. Le Paris GT, toutes les listes sur Mini Headquarter, n'hésitez pas à y aller. Vous avez même tous les résultats, joueur par joueur, confrontation par confrontation, etc. etc. Cet événement utilisait un classement basé sur les victoires avec un score de 20-0 pour déterminer les résultats des matchs et pour départager les joueurs. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup dans les événements européens ces derniers temps, et je pense que ce système fonctionne plutôt bien. De plus, Mini Headquarter utilise des noms d'écran pour les noms des joueurs, ce qui permet aux gagnants d'être immortalisés en se basant, si je me fie à mon expérience, sur une référence à un média qui les intéressait trop à l'âge de 12 ans. Je comprends pas trop cette phrase. So the winner get to enjoy being immortalized by that on. My experience is anything to go by. Reference to whatever media property they were way too into at age 12. Je sais pas. Je comprends pas trop cette phrase, donc n'hésitez pas en commentaire de la vidéo de me dire si c'est peut-être une expression US ou anglaise, je sais pas. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire si je me trompe quelque part. Allez, passons donc au showdown. Effectivement, donc on a Mike Hazelwood avec ses Imperial Knights et Silesia avec ses Arlequins. Et donc la dernière mission, c'était Secure Missing Artifact. Alors, donc au niveau de la liste d'armées de Silesia, au niveau des Arlequins, donc ils jouent en Light Saidas. Alors, donc il a un bataillon. Au niveau des QG, il a un Troop Master, donc avec un Pisto Fusion, la Queen of Shards. Au niveau des reliques, bon là c'est Gorash Rose. Au niveau du trait, il a Foot in the Future et le deuxième trait, c'est Player of the Light. Ensuite, on a 2 Shadowseer, donc un premier avec la Web Wedence et la Twilight Pathway, le second avec la Shard of Light et le Mirror of Mind. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 troupes de 5. Alors 6 troupes de 5 avec 2 Neurodisruptors, 2 Pisto Fusion, et au niveau des Blades, on a l'Embrace, le Kiss. Ok, Embrace Kiss, donc pas de caresse, très bien. Embrace Kiss, et puis c'est à peu près, je pense, la même combinaison partout. Ouais, de neuro, de physio, etc. Je check chacune, pour voir s'il n'y aurait pas une exception. Ah, il y a celle-ci où il n'y a pas d'embrace, mais juste un kiss. Au niveau de l'élite, on retrouve le solitaire tout nu. En attaque rapide, on a 2x2 Skyweaver. En soutien, 2 Void Weaver, avec bien sûr le prismatic Cannon. Et ensuite, les 6 Star Weaver pour transporter les 6 troupes et les personnages. Du côté de Mike Hazelwood, donc n'hésitez pas aussi, je vous mettrai en description, allez voir, c'est l'Insider sur Creative Wargame, l'insider du tournoi du Paris GT justement, et on a une grosse interview de Mike Hazelwood par rapport à sa liste d'armées. Donc moi je vais vraiment la commenter rapidement parce que je suis pas vraiment un spécialiste des IK et encore moins de la Freeblade vu que c'est l'armée de renom. Jamais eu l'occasion de réellement m'y intéresser. Donc je sais à peu près ce que fait l'IK, enfin l'Imperial Knight pour avoir affronté Yolu sur les 2 différents rapports de bataille sur Tabletop Simulator que vous pouvez retrouver justement sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir, c'est très instructif et très intéressant, une fois où je joue mes Space Wolf et une autre fois où je joue mes Tyrannides. Donc voilou. Donc on est en Freeblade Army of Renon, il a choisi dans les serments de chevalerie Defend the Realm et Refuse No Challenge. Alors il a donc 3 Elverine avec donc Freeblade, la maison c'est Hunter of Beast, Questor Imperialist. Il a le Heirloom of the House. Alors, je regarde, après c'est Stubber. Ils sont aussi passés beaucoup avec les Stubber environ les fusions, sauf normalement sur ceux qui ont voilà, le Meltagon. Sur les Warglaives, du coup, c'est ceux qu'on la lance, je pense, pour qui est vraiment dédié à l'anti-char, sachant qu'ils ont quand même besoin d'avoir beaucoup de saturation contre des armées qui sont capables de swarm, notamment les orques, par exemple, ou les tyrannides, avec les Gaunt. Donc ensuite, on retrouve 3 Warglaives, avec en maison tradition Strike and Shield, toujours Questor Imperialis.
Ils seront tous en question impérialiste. Alors, donc Warglaive, Melgun. On a la Nightlance sur celui-ci, qui est personnage. Ici, on a le Chevalier Baron, du coup, avec le trait Cunning Commander. Il est où le home du bâtard? Pas où il a mis, je croyais qu'il avait le home The Bastard Helm, quelque part. Bon, on verra peut-être plus tard. Du coup, ensuite, il a 3 Warglaive avec Noble Combattant. Donc il a 3 x 3, 9. Un dernier Warglaive, du coup, donc bon, ça fait son 10e Armigeur, qui a Honored Sacristance, Melgun. Et enfin, on retrouve un Knight Paladin, donc en cours exalté, il est Herald. Il a le Home de Dominant, de Domination, de Dominant. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français. The Helm Dominatus, Knight Baron, Tradition Paragon of Honor. En serment, il a Protect Those in Need. Questor impérialiste, Questor, ouais, bon, il a le Stubber, là ça c'est ses armes, Storm Spear Rocket Pod. En relique, il a le Yon Bulwark. Un nouveau challenger glorieux s'approche, la première apparition de la lance Freeblade remaniée sur les tables supérieures. Heureusement pour votre pauvre correspondant, la version de la 9e édition est beaucoup moins compliquée à évaluer que l'ancienne. En particulier, plutôt que des combinaisons de traits et de fardeaux qui nécessitaient une feuille de calcul, vous n'avez maintenant qu'un trait par ensemble de grands chevaliers et par ensemble d'armigeurs, avec la puissance provenant d'un accès beaucoup plus flexible à la liste des traits personnalisés que ce qui est possible autrement. Plus quelques stratagèmes passionnants, notamment les Deeds of Legend. L'armée de renom va donc vivre ou mourir en fonction de la possibilité d'utiliser cette flexibilité pour construire quelque chose d'aussi bon, voire de meilleur qu'une maison. Et ce que je retiens de cette liste est que la réponse est oui, cette armée est géniale. Le principal atout de l'armée de renom provient des 3 traits utilisés par les trios d'armigeurs. Le paladin chevalier est un excellent bagarreur, et ajouter protéger ceux qui sont dans le besoin sur une seule figurine est vraiment cool. Mais il y a d'autres façons d'y parvenir. Alors que la configuration des armigeurs est unique, chasseur de bêtes est extrêmement bon sur les elverines, mais simplement ok sur tout le reste. Donc être capable de le mettre uniquement sur l'unité d'Elverine est exactement ce que vous voulez. Avec 2 d'entre eux également buffés via le casque du bâtard, ils deviennent une unité de tir exceptionnellement dangereuse et assez géniale dans ce match-up. Donc le Light Seidas ne s'applique qu'en dehors des 18 pouces, tout bateau qui s'éloigne trop près va passer un mauvais moment. Alors le home du bâtard, je l'avais pas vu. Et Heirloom of the Oath sur lui, mais il n'y a pas écrit si c'est le home du bâtard. C'est peut-être le home du bâtard qui est là. Continuons. Ils se détendront à l'arrière, mais l'autre endroit où la puissance se manifestera vraiment est avec les 2 unités de Warglaive équipées de 2 traits puissants qui permettent à l'armée de s'assurer que leur première vague est bien adaptée à la bataille en cours. Contre les armées qui s'appuient sur des tueurs de précision comme les incubes ou sur des attaques de volume d'AP-1, frappe et bouclier, surtout en combinaison avec la sauvegarde invulnérable 4+, et la réduction des dégâts de la capacité Herald de Bonesman, est fantastique, permettant à cet ensemble d'armigeurs de pousser dans les lignes ennemies de manière très agressive. Tandis que si la priorité est de faire rapidement des dégâts à l'adversaire, alors combattant noble est utile. Ici, c'est ce dernier qui change vraiment la donne. Combattant n'étant pas techniquement une relance, cela signifie que les armigeurs qui le possèdent sont extrêmement mortels pour les bateaux ou les motos d'Arlequin, ce qui fait de ces 3-là une véritable terreur pour les clowns. Et la priorité à maintenir améliorée par le paladin, frappe et bouclier a également un rôle à jouer car il émousse brutalement le pouvoir de tuer de n'importe lequel des personnages Arlequins. Donc garder un de ces fusiliers en réserve derrière un terrain pour contre-charge peut être très fort. Ce match est vraiment décourageant pour les Aeldari, car les chevaliers peuvent infliger d'énormes dégâts à la fois à distance et de près, et ont l'objectif sécurisé des armigeurs peut être assez difficile à franchir. Les atouts notables qu'ils ont sont le 2e Shadowseer et les petites unités de moto. Le premier leur donne à la fois un bon rendement mortel et un angle fort sur un secondaire psychique, les aidant à accumuler des points et à percer les défenses. Tandis que le second est idéal pour arrêter les Elverines, ce qui sera vital pour toute version de ce jeu que les Arlequins gagnent. Les dégâts qu'ils infligent une fois que le jeu se rapproche de la portée moyenne sont tout simplement insoutenables. Les Arlequins n'auront pas la tâche facile, même avec cela, car ils n'ont pas de moyens fiables d'abattre rapidement le paladin. Et essayer avec des pistolets à fusion de masse serait un énorme pari, ce qui signifie qu'ils finiront probablement par céder un flanc. Ils écrasent les chevaliers sur l'autre flanc et ils pourront peut-être encore faire un score décent. Mais je pense que le plan du côté des chevaliers est de se déchaîner en force vers l'objectif principal de l'Arlequin et de les en déloger, tout en rationnant les armigeurs pour s'assurer que leur propre objectif principal est contrôlé de manière constante. À ce stade, on a l'impression que c'est le match des chevaliers qui doit être perdu. Les Arlequins ayant besoin d'une grosse surprise, et d'après le score, il semble qu'il ne l'ait pas eu.
Ce match montre clairement pourquoi de nombreux joueurs d'Arlequin semblent se tourner vers les unités Skyweaver, Airwire, Bolas. Cela vous donne quelque chose qui peut repousser une menace comme un Knight équipé, maintenant que les Voidweaver ne sont plus aussi efficaces. Donc 98 à 63, bravo Mike, franchement t'as fait une super performance et c'est très agréable de voir que effectivement l'Imperial Knight arrive à performer et surtout à atteindre le top 1 d'un énorme tournoi comme c'était le cas au Paris GT. Et je suis d'autant plus content car lorsque j'avais fait le tournoi sur Angers, on m'avait posé la question, à ton avis Bijorn, est-ce que Chaos Knight ou Imperial Knight, en tout cas lequel des deux est le plus compétitif ? Je disais que à première lecture, le Chaos Knight semble vraiment très fort et très au-dessus de l'Imperial Knight, mais j'estimais que l'Imperial Knight n'avait pas encore suffisamment été étudié pour voir ce qu'il valait, et du peu de lecture que j'avais fait du codex Imperial Knight, je le trouvais beaucoup plus intéressant en termes de mécanique. Et donc j'étais pas très étonné si, dans un certain avenir, les Imperial Knight obtiendraient des tops. Et donc, Mike ne me donne pas tort en tout cas. Alors, continuons. Alors, à peu près tout ce qui a été dit plus haut, cette liste ne va pas très loin dans les combos sauvages, elle se contente d'utiliser un ensemble de traditions martiales très bien sélectionnées pour construire une armée extrêmement efficace qui peut faire face à presque n'importe quel adversaire. C'est génial de voir les chevaliers performer et bravo aux pilotes. Donc Requiem qui arrive deuxième, qui est aussi Undefeat, donc à la seconde place en écran. On va pouvoir aller regarder sa liste. Alors, hop... Donc on a une petite note pour celui-ci. Je n'ai pas cherché de traduction pour celui-ci parce que le nombre de mots inventés qui entrent dans la composition de l'armée Necron moyenne permet de comprendre facilement ce qui se passe. Alors, donc on a un écran, donc on a le Silent King. Ensuite, on a un Outrider, donc on a un premier Outrider avec le Catacombe Command Barge, le Voltaic Staff et l'Enduring Wheel, donc c'est le -1 dégâts, c'est le trait de seigneur qui donne -1 dégâts, puis le Voltaic Staff, c'est justement le DPS de la Command Barge. Ensuite, en élite, on a 9 Lich Guard avec l'épée d'hyperphase et les boucliers de dispersion, 5 Scorpec Destroyer, donc avec leur équipement classique. Ensuite, on a 5 Ophidian Destroyer avec les mêmes équipements. 2 x 5 Tombblade et une troisième unité, mais cette fois-ci de 3 Tombblade, avec des particules beamer à chaque fois, et toutes nues, en dehors de ça. Ensuite, on a 2 x 3 Scarab Swarm. Et on finit donc avec un dernier détachement qui est une patrouille avec un Chronomancer et le Voile des Ténèbres. Unité de 5 immortels en Tesla, et 2 x 5 Scorpec Destroyer, et enfin, en volant, on a un Night Size. Je sais pas si on le prononce comme ça, mais bon, on va dire un Night 6. Voilà, comme ça ceux qui adorent mon accent anglais auront leur petit cadeau. Comme nous l'avons déjà vu mercredi, les Destructeurs et le Roi du Silence sont deux goûts qui vont bien ensemble. Les 3 unités de Scorpec plus quelques Ophidiens ici vont faire de très vilaines choses à tout adversaire qui s'égare à portée de charge. Cette liste contient également une solution pour prendre le combat à l'ennemi sous la forme de la Faux de la Nuit, donc la Nid 6, la charger avec des Lich Guard pour permettre le déploiement d'un bloc très durable dans la moitié de la table de l'ennemi, gagnant du temps et refusant le primaire pendant que le reste de l'armée se met en position. Le fait d'avoir beaucoup d'unités Tombblade rapides, et maintenant très bon marché, signifie que la liste peut continuer à jouer une stratégie de refus de points tout au long de la partie, en étant très efficace pour accumuler des points primaires et secondaires, ce qui la rend très difficile à dépasser. Vraiment, honnêtement, à 100%, si vous voulez gagner des tournois de Nephilim, vous devez avoir un plan pour battre cette armée. Et les listes que Requiem a passées en revue sur le chemin de leur invincibilité étaient plutôt croustillants. Alors on arrive enfin à mon préféré, Sven en Astra Militarum, donc qui est à la 3e place, et qui est donc Undefeat, mais avec une égalité. Donc regardons sa liste. Je sais qu'il est passé en brigade. Donc on a un premier tank commander avec Stormbolter, Bolter lourd, Battle Cannon, 2 Plasma Cannon de tourelle et le Gatekeeper. Donc le Gatekeeper, c'est le Battle Cannon qui passe à dégâts flat 3, donc force 8 de mémoire, PA-2, dégâts 3 flat, et qui gagne +1 pour blesser contre les unités ayant le mot-clé Chaos. Un deuxième tank commander avec Stormbolter, Bolter lourd, Demolisher Siège Canon, 2 Multi-Melta. Ensuite, on a un troisième tank commander entre guillemets parce que c'est le Knight Commander Pask avec un Hunter Missile, Stormbolter, Bolter lourd, Démolisseur Siège Canon et 2 multifuseurs. Et enfin, en quatrième choix de QG vu qu'on est dans une brigade, on a le Lord Castellan Creed, principalement pour les ordres qu'il donne. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Infantry Squad, donc tous équipés avec le plus d'équipements gratuits,
canon laser, plasma gun, voxcaster. Sur le sergent, c'est épée énergétique et pistolet plasma. Et donc ceci sur les 6 unités d'infanterie. Ensuite, on a 2 unités de Militarum Tempestus. Pareil avec les voxcasters parce que c'est gratuit. Là, l'épée énergétique et le pistolet plasma sur le sergent. En élite, on retrouve un Platoon Commander avec la Power Sword, le Plasma Pistol, parce qu'ils sont gratuits, la relique de la Lost Cadia, donc assez intéressant, sur un tour elle va vous donner une reroll D1 pour toucher et blesser, mais si vous tirez contre des unités ayant le mot-clé Chaos, ce sera une full reroll touche et blesse. Donc clairement, Cadia, dans un match-up contre le Chaos, est censé le défoncer. Ensuite, on a une command squad avec Voxcaster, l'étendard régimentaire, le Medipack, les fusils de snipe. Ensuite, on a une unité de vétérans avec 3 mailguns, le Voxcaster, le canon laser, le plasma, enfin le pistolet plasma et l'épée énergétique sur le sergent. Ensuite, on a 3 attaques rapides de Sentinel Scout avec canon laser, parce que c'est gratuit. Et en soutien, nous avons 3 basilisques. Et en transport, une Hades Beaching Drill. Alors, que va-t-on nous expliquer? Je veux dire que c'est une liste Astra Militarum et qu'elle n'a perdu aucune partie. Le match nul était 73 à 72 en faveur de l'Astra Militarum. Donc aurait été une victoire dans un score où il n'y a pas de 20-0. Donc c'est vrai que l'égalité qu'il fait sur un match sur un match US, vu qu'il fait un point de plus que son adversaire, ça compterait comme une victoire. Ce qui est intrinsèquement assez intéressant. Cette armée s'appuie sur pratiquement tous les bonus que les gardes ont reçus dans des data slates successives, et a finalement accès à un ensemble de secondaires qui lui sont propres, pour lui donner le oomph nécessaire pour affronter d'autres armées. Et les Manrus ont maintenant une sauvegarde à 2+, et un accès à l'armure du mépris, donc à -1 sur la pénétration d'armure qu'il subit, donc c'est-à-dire que même des PA-4, notamment des multifuseurs par exemple, passent PA-3, donc offrent quand même une sauvegarde d'armure à 5+, pour le Leman Russ. Ce qui les rend assez intimidants à abattre. Le méta-jeu actuel est relativement faible en termes de PA-4 spammés, donc ils sont susceptibles d'obtenir quelques tours de tir. Ils sont assez méchants quand ils le font. En tant que Cadien, l'accès à l'option Never Give Up, Never Surrender, qui permet à l'un d'entre eux de s'emparer d'un objectif à un moment clé, est également excellent et récompense la durabilité. Du côté des troupes, les ordres enchaînés signifient qu'un seul commandant de peloton peut distribuer tout un tas d'améliorations. Tandis que les améliorations gratuites signifient que le potentiel de dégâts des unités n'est pas totalement déraisonnable. Ils sont également nombreux. Les adversaires vont s'enliser pendant un certain temps, et pendant ce temps, les basilisques et les Leman Russ ne cesseront de frapper. Voir des basilisques plutôt que des manticores est intéressant, mais a un certain sens. Cela libère des points de commandement pour les améliorations des tank ace, et avec l'armure du mépris partout. Le PA-3 est une amélioration pertinente. L'armée se retrouve également avec un jeu secondaire très fort. Le fusil à pompe et la baïonnette devraient être un free buy essentiel contre de nombreuses listes. Et quand ce n'est pas le cas, Bring It On sera généralement disponible. Et l'inclusion d'un étendard régimentaire et de quelques vétérans de Hades Breacher rend les bots au sol très pratiques. Une bonne couverture d'officiers grâce au commandant de char signifie également que les ordres spéciaux et le commandement inflexible sont également en jeu. Les squads de commandement avec ces améliorations les rend encore meilleurs, tant que le terrain lui permet de se cacher. Dans l'ensemble, cette armée est capable de tuer sérieusement et de marquer des points rapidement pendant que l'adversaire essaie de le faire. Enfin, un vrai plan de jeu pour l'Astra Militarum, bravo à Sven pour l'avoir présenté. Donc je sais pas si Sven regardera la vidéo, mais en tout cas, vraiment, bravo Sven d'avoir mené ta barque jusqu'ici, et ça fait vraiment plaisir de voir de l'Astra Militarum performer comme ça. 4ème place, on retrouve donc l'Adepta Sororita de Petit Nico. Donc on est en Bloody Rose, voilà. Donc on a un Suprême Command avec Morvenwald, un bataillon avec Célestine, une canonesse avec le Raptorous Blow et la Beacon of Face, et une palatine avec le mot de l'Empereur et la Blazing Ear. En troupe, on retrouve 2 unités de sœurs de bataille, de 5 sœurs de bataille, une unité de 10 Sister Novitiate. On ne sait pas s'il y a des armes de mêlée, c'est pas grave. On a une double Dogmata, avec donc la première qui a le Chorus of Spiritual Fortitude et la seconde qui a la Litany of the Enduring Face. On retrouve donc 3 unités de Repentia, 2 de 8 et une de 4. Une unité de Parangon Warsuit avec les Warmass et les Multimelta, classique. En attaque rapide, on retrouve donc 3 unités de Zéphirine, une de 9, une de 7 et une de 5. On a 2 transports Rhino. Et enfin, en no-slot, on a une sœur Repentia supérieure. Donc c'est intéressant, il n'y a pas d'unité de Rétributeur dans la liste de Petit Nico. On retrouve une unité de Parangon Warsuit à la place.
Pour compléter notre top 4, nous avons Bloody Rose Good Stuff, et la plupart du temps, cela correspond à ce que nous avons déjà vu réussir. Et je pense que le choix d'une seconde Dogmata est intéressante, car de multiples sources d'objectifs sécurisés appliqués peuvent permettre à l'armée de jouer un jeu de refus de points très efficace quand elle le veut. Ce qui n'est jamais une mauvaise chose. Avoir la fortitude spirituelle dans la poche arrière, pour vous permettre d'enfoncer des trucs inamovibles dans la gorge des Thousand Sons, ou autres, n'est pas non plus une mauvaise chose. Bravo à Nico pour sa 4ème place. Et donc le reste du top, on retrouve Lamar, aussi avec ses Adeptas Sororita en Bloody Rose, Bizuter avec ses Tau, donc Salizi qui finit au final 7ème en Harlequin, on a Tsartek en Tyrannie dans Léviathan, avec un couple de harpies en canon étrangleur. Ensuite on retrouve Aretas en Harlequin avec ses Lightsaidas, le poète avec sa chier de guerrier tyrannide en Léviathan. Ensuite, à la 11e place, on a Aimé, donc avec sa liste Léviathan qui ressemble à moitié à un Léviathan Good Stuff et un spam de guerrier parce qu'elle a, il me semble, 4 unités de guerrier tyrannide, donc c'est pas vraiment un spam de guerrier en soi, mais c'est plus que ce qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, en 12e place, on a Akaban en Drukhari, Ashord qui finit 13e avec ses Necrons, Trip avec ses Adeptas Sororita aussi du Bloody Rose Good Stuff avec des Éphérimères Rétributeurs. On a Zeg avec ses Azuriani en 15e place en Ultway avec pas mal de différents guerriers aspects. Skildou en Tyrannide, Léviathan aussi. Boneblade avec ses Necrons en 17e place et le Bull en 18e place avec ses Chaos Knight et sa maison Corvax. Pour conclure, c'est tout pour cette semaine, je vous donne donc rendez-vous mercredi pour de nouveaux rapports sur les Néphilim. Comme toujours, vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@gunhammer.com pour tout commentaire, questions ou suggestions. C'est tout pour cette semaine, je vous donne donc rendez-vous mercredi pour de nouveaux rapports sur les Néphilim. Comme toujours, vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@gunhammer.com, tout commentaire, questions ou suggestions. Et si vous organisez un événement qui n'est pas dans le BCP et que vous voulez vous assurer qu'il sera présenté, n'hésitez pas à nous le faire savoir.